Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis Audrey Deléris et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit, le podcast de Fed Legal. Aujourd'hui, je reçois Malak Tazi, secrétaire générale de Club Med. Malak, tu as commencé ta carrière en tant qu'avocate en M&A Corporate Finance au sein du cabinet UGGC et où tu y es resté 4 ans. Puis tu as rejoint le cabinet Brandford Griffiths en Capital Market avec un détachement de presque 1 an à la Caisse des dépôts, donc premier passage hors cabinet. Et en 2011, c'est le cabinet Holzwang que tu as rejoint, toujours sur une activité M&A Corporate Finance qui sont tes matières de prédilection au départ. Et en 2013, tu as décidé de quitter la robe, comme on dit, et tu as rejoint l'entreprise et plus particulièrement Areva en tant que VP General Counsel Governance, Corporate, Securities et Finance. 4 ans plus tard, en 2017, tu deviens VP Group Legal and Tax Director du groupe Corian, avant d'en devenir Group General Counsel, secrétaire général et secrétaire du board 10 mois plus tard. Tu restes 4 ans à ce poste et depuis 2023, tu es la secrétaire générale groupe et secrétaire du board du groupe Club Med. Bonjour Malak, comment tu vas ? Bonjour Audrey, écoute, je vais très bien, merci de me recevoir. Alors, j'ai en effet commencé ce podcast par une présentation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Écoute, c'est assez complet. Non, je pourrais rajouter que je suis née au Maroc et que je suis arrivée en France après mon bac et que j'ai enchaîné directement des études de droit en France. Donc, c'était déjà un gros changement. Et voilà, c'était important pour moi. Merci en tout cas pour cette précision. Et alors, question que j'aime bien poser, parce que tu as un parcours très juridique en étant avocate au départ et aujourd'hui côté entreprise. Comment ça s'est fait justement ce choix d'étudier le droit ? Alors en fait, c'était pas vraiment un choix, ça s'est un peu imposé à moi. En fait, depuis toujours, j'ai un caractère assez assertif et je suis toujours en train de défendre une position et ne pas lâcher. C'était le cas avec mes parents, c'était le cas avec mes professeurs. J'étais déléguée de classe en conseil de classe et je lâchais jamais. Et j'ai toujours entendu les personnes m'appeler l'avocate. Tu seras avocate, l'avocate. Donc en fait, ça m'a influencé, ça a influencé mes lectures, ça a influencé malheureusement mes choix vestimentaires aussi. Parce que j'étais en tailleur en 3e, donc voilà. Pour autant, j'ai quand même passé un bac scientifique. Mes parents souhaitaient pas que je me ferme des portes au cas où je changeais d'avis et je les en remercie parce que même si je n'ai pas changé d'avis, ça m'a quand même bien formé en termes d'esprit analytique, qui est très important quand même dans les matières que nous faisons aujourd'hui. D'accord, donc c'était depuis enfant en fait naturellement que tu as embrassé cette carrière. Ok, et tu as commencé après tes études justement par être avocate. Est-ce que pour toi c'était important de commencer par cette voie-là, parce qu'il y a des gens aussi qui prennent la voie directement de l'entreprise, qui ont une très belle carrière aussi. Donc pourquoi ce choix d'avoir commencé par l'avocature ? C'était pas vraiment un choix. Pour être honnête, à l'époque, on connaissait très peu la fonction de juriste d'entreprise. Quand on voulait faire du droit, on pensait directement à être avocat, parce qu'au début, quand on fait du droit, on a envie de défendre des grandes causes, et après, on se rend compte qu'il y a plusieurs voies à suivre tout aussi intéressantes. Donc, c'était pas un choix, mais c'était, je pense, nécessaire. Je pense qu'en termes de résilience, d'adaptabilité, de gestion du stress, diversité de dossiers, de secteurs, j'ai trouvé que c'était extrêmement formateur. Voilà, après il n'y a pas de vérité absolue de commencer directement en entreprise, mais je pense que c'est quand même une recommandation de passer quelques années en cabinet d'avocat. Ok. Et justement, alors peut-être que tu as commencé un petit peu à répondre à cette question, mais pourquoi est-ce que tu as choisi au bout de quelques années de passer côté entreprise justement ? Parce que tu disais que tu connaissais pas trop le métier de juriste d'entreprise au départ, parce qu'il y a beaucoup qui arrivent à la fac de droit avec la vocation d'être avocat. Toi, tu as fait ce choix justement de quitter la robe pour ensuite partir côté entreprise. Comment ça s'est fait ce choix ? Alors, ça a commencé par un sentiment en fait, j'avais le sentiment que c'était pas complet, que mon travail n'était pas complet. Donc il y avait tout ce sentiment, j'avais besoin d'un engagement collectif, d'une appartenance, d'un environnement, voilà, d'une culture d'entreprise, un projet commun. Il y a tout ce sentiment-là un peu d'être trop dans l'individualité en cabinet et ça m'a beaucoup manqué, l'état d'esprit et la culture d'entreprise. Il y a eu aussi, alors au début on a toujours cette inquiétude de s'ennuyer peut-être en entreprise, qui n'était pas du tout le cas, et je le répète ici, c'est vraiment pas du tout le cas, et le passage à la Caisse des dépôts m'a fait comprendre que même en dehors des cabinets on pouvait avoir des dossiers très intéressants et avoir un niveau d'exigence très important. Et ensuite l'opportunité, quand on est venu me proposer le poste de DJ chez Areva. Donc voilà, c'était plutôt un alignement des
des étoiles entre la meilleure compréhension de l'entreprise, mon souhait d'appartenir vraiment à une entité de manière totale et l'opportunité qui s'est présentée. Merci de le rappeler, c'est important de dire qu'on s'ennuie pas en entreprise. Et j'ai même des anciens avocats qui sont aujourd'hui en entreprise qui me disent qu'ils n'ont jamais autant travaillé. Est-ce que c'est ton cas de penser ça justement, qu'on travaille encore plus entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, côté entreprise? Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a travailler plus et il y a l'intérêt du travail. Alors, l'intérêt, pour moi, est beaucoup plus important. On est vraiment impliqué des dossiers de bout en bout, on suit des enjeux, on supporte une stratégie. Je trouve que le travail est beaucoup plus important, beaucoup plus diversifié. On est sur des problématiques vraiment opérationnelles et pas uniquement high level corporate. Donc, véritablement, le travail est plus intéressant. Travailler plus, je pense qu'on travaille mieux. C'est-à-dire que on n'est plus dans le présentéisme, on n'est plus dans cette espèce de sentiment que si on reste pas jusqu'à pas d'heure très tard le soir, on n'est pas bon. On travaille mieux, on travaille plus efficacement. On peut se retrouver à travailler souvent. Moi, je couche mes enfants, je retravaille à la maison, mais c'est ma propre obligation, ma propre exigence et pas celle d'un environnement. Oui, c'est différent en fait. Ouais, exactement. Mais c'est bien aussi d'avoir cet aspect-là pour le coup. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment passer cette vision de juriste d'entreprise qui ne fait pas grand-chose et que c'est très très cool. Ah non, on travaille beaucoup, mais parce que c'est chouette. Beaucoup, mais on est dans un environnement qui respecte l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et où on a des formations de management, on a une législation du travail. Ok. Il y a un point maintenant que j'aimerais aborder qui me tient vraiment à cœur. C'est les différents secteurs d'activité que tu as eu depuis ton passage en entreprise justement, que tu as découvert. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà en fait pas mal parlé déjà parce que ça me tient vraiment à cœur comme je le disais, mais notamment avec Philippe Andro qui est l'ancien directeur de Suez et Thomson. Donc j'avais déjà posé la question et dès que je peux je le fais justement parce que toi tu es quand même passé dans des secteurs, si je n'ai pas oublié, le secteur nucléaire, les maisons de retraite, le tourisme, c'est quand même extrêmement différent. Qu'est-ce qui a guidé tes choix justement de carrière par rapport à tout ça? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a les opportunités, ça on peut pas passer à côté quand on vient nous appeler, mais à chaque fois, je me suis toujours vraiment astreinte à voir si ce secteur résonnait en moi, si j'étais si j'ai besoin d'adhérer au projet, j'ai besoin d'adhérer à la culture. Donc à chaque fois, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que ce secteur, est-ce qu'il me parle, est-ce que je m'y sens bien, est-ce que je vais m'y investir. Donc la première fois, c'était une opportunité sur Areva, mais j'avoue, j'avais un grand intérêt pour tout ce qui est énergie, production d'énergie, et j'ai aussi un grand intérêt sur les sujets, tout ce qui touche à la chose publique. Et je ne te cache pas que j'ai passé mes moments intellectuels les plus intéressants au conseil d'administration d'Areva, avec des directeurs qui représentaient le budget, la direction générale du climat, la direction générale des entreprises. On avait le secrétaire général des affaires étrangères, on avait l'agence des participations de l'État. Et de pouvoir vivre en direct tous ces débats sur des sujets aussi importants que la politique du nucléaire en France, le parc nucléaire, ça a été pour moi extrêmement passionnant. Mais pour ça, il faut adhérer au projet parce que Sinon, on reste un petit peu à côté du travail et de la valeur qu'on peut apporter. Opportunité encore, puisqu'une administratrice d'Areva m'a proposé de la rejoindre chez Korian. Okay. Et là, je retrouve aussi le sens. On a tous quelqu'un dans sa famille qui a eu un sujet d'Alzheimer, des personnes âgées. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les soignants qui accompagnent nos aînés. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens, d'être aussi dans ce métier-là. Pour Club Med, c'est un petit peu différent. Club Med, c'était un véritable choix, une véritable envie. Club Med, ça a accompagné mon enfance, ça a accompagné ma vie de parent. C'était très cher à mon cœur et quoi de plus agréable que de participer à son niveau au bonheur des gens, parce que c'est quand même une marque qui véhicule beaucoup de bonheur. Et sur les deux, il y avait quand même beaucoup de liens entre quand même Korian et Club Med. Il y a beaucoup de sujets de service à la personne. Il y a aussi des sujets immobiliers, de développement. Donc finalement, c'était pas si éloigné que ça. Et ça m'a permis de rejoindre ça d'autant plus facilement. Ok. Et est-ce que c'est facile de changer de secteur d'activité ? Alors, je pense que ça dépend véritablement du background qu'on a. En travaillant en cabinet d'avocat, je pense que ça aide, parce qu'on a déjà beaucoup de dossiers, beaucoup de clients, beaucoup de secteurs différents. Moi, j'ai travaillé en capital market, et en capital market, toutes les sociétés cotées ont un document d'enregistrement universel avec la totalité des informations qui concernent l'entreprise, le secteur, les enjeux, la stratégie. Et donc, avant chaque opération, je me plongeais dans ce gros livre extrêmement intéressant. Donc, j'ai gardé un petit peu cette capacité à passer d'un secteur à un autre et avec des visions différentes.
J'ai gardé ça, alors ce Club Med n'est pas coté, mais j'ai gardé ça notamment dès que je fais un travail d'aller voir du benchmark, ce que font les autres entreprises, notamment là je fais la cartographie des risques, donc je regarde aussi un peu les risques du secteur. Donc voilà, il y a cette habitude-là qu'on acquiert en cabinet d'avocat. Après, moi je recommande et j'encourage beaucoup les entreprises à mettre en place des process pour les nouveaux arrivants. Des organigrammes, des circuits de décision, voilà, des plaquettes pour chaque département, parce qu'on peut arriver, ça peut être compliqué de changer de secteur. Et au Club Med, 2 choses qui m'ont beaucoup aidée, et pareil que je recommande pour ceux qui ne les ont pas. Une semaine d'intégration directement sur le terrain. Alors c'est beaucoup plus sympa quand on est chez Club Med d'aller sur le terrain. On va du coup dans les exactement dans les hôtels, enfin les exactement, clubs on va dans les resorts. Alors après ça dépend comment on le fait. Moi je faisais les réunions d'équipe à 8h du matin, après je faisais 1 heure avec chaque service et vraiment comprendre le terrain. Moi je suis très dans l'opérationnel et comprendre le terrain, comprendre les personnes sur place, c'est quoi leurs problématiques, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi, et aussi se présenter à eux, c'est très important. Ça crée du lien et ça permet ensuite de mieux travailler ensemble. Et aussi du coaching d'intégration les premières semaines en tout cas pour les dirigeants qui arrivent, et ça a été d'une grande aide. Ok, d'accord. En effet, c'est bien de mettre le focus sur justement l'intégration et comment ça se fait, parce que on arrive comme ça dans tous les cas, qu'on connaisse le secteur ou pas, il y a tellement de choses très spécifiques à chaque entreprise, donc c'est bien que tu le mettes en avant et en tout cas que tu as pu bénéficier de tout ça. Et c'est vrai que je me permets de rebondir aussi, avant même le parcours d'intégration, c'est aussi avoir une ouverture pour des personnes qui ne viennent pas en fait du secteur. Alors parfois, parce que moi je l'ai vu chez certains recrutements, les équipes sont petites et très resserrées, donc ils ont besoin d'un directeur ou d'une directrice juridique ou secrétaire général qui viennent du secteur, qui connaissent vraiment tous les usages, les réglementations associées, etc. Et parfois, ils peuvent se laisser l'opportunité d'aller chercher ailleurs dans d'autres secteurs, parce que les équipes sont très spécialisées en dessous, il y a des vrais experts et ils ont besoin de surtout quelqu'un qui va faire le lien entre la direction générale et les équipes. Et c'est justement vraiment bien, je trouve aussi, d'avoir cette ouverture, d'aller chercher des gens qui viennent d'ailleurs pour apporter un regard nouveau. Et puis ces personnes-là qui connaissent pas le secteur, c'est aussi un moyen de les fidéliser, parce que peut-être que tu mets un peu plus de temps aussi à rencontrer les gens, à comprendre les enjeux. Et alors peut-être que c'est moins plug and play, comme on dit avec cette belle anglicisme, mais c'est aussi une manière, voilà, des gens de grandir avec la structure et de les garder un peu plus longtemps aussi. Non, mais c'est tout à fait. Je pense qu'effectivement, ça montre une belle ouverture d'esprit. Ça permet d'avoir cet apport externe et cet éclairage externe, une vision neuve par rapport à ceux qui vivent ça tous les jours. Après, peut-être que ça sera plus compliqué dans des domaines comme la tech où il y a vraiment besoin d'une compétence particulière. Mais au niveau de poste de directeur juridique ou de secrétaire général, voilà, c'est aussi la hauteur de vue qui importe plus. Et justement, merci pour cette transition parfaite. Tu as été directrice juridique, aujourd'hui tu es secrétaire générale. Est-ce que, selon toi, il y a une différence entre les deux ? Alors, il y a une différence peut-être de scope. Alors, je dirais pas de statut, mais vraiment de scope, parce sur le principe, un directeur juridique s'occupe plus de ce qui est légal et compliance, alors qu'un secrétaire général démarre par ses matières fondamentales et ensuite peut élargir son scope à l'infini. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai les sujets d'hygiène, santé, sécurité, les risques, les assurances, la coordination opérationnelle des contrats hôteliers, bon, le légal et la compliance, mais ça peut aller aux affaires publiques, ça peut aller sur la RSE, ça peut aller sur la communication. Donc c'est vraiment un directeur juridique qui élargit au maximum son scope. Voilà, pour moi c'est ça la différence. Mais certains directeurs juridiques sont COMEX, des secrétaires généraux ne le sont pas. Certains directeurs sont juridiques, assurance et compliance, voilà. Donc finalement, c'est vraiment qu'une question de dénomination. Après, on fait de son poste ce qu'on souhaite en faire. Oui, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des secrétaires généraux qui sont pas juristes en plus à la base, et puis il y en a qui sont directeurs juridiques avec des titres à rallonge qui fait 2 lignes pour le coup. Et ça pourrait être ramené à quelque chose de beaucoup plus court, secrétaire général aussi. Donc c'est vrai que chaque entreprise, c'est hyper. Mais tout le monde connaît pas vraiment aussi la notion de secrétaire général. Moi, très souvent, j'étais chez Corian, on tapait à mon bureau, j'avais mon bureau entre la directrice générale et le président, et il y avait écrit secrétariat général, et tout le monde pensait que j'étais la secrétaire de l'un ou de l'autre, et donc on venait tout le temps me voir pour des histoires de rendez-vous. Donc c'est vrai que. Et tu pouvais pas les aider du coup. Je faisais de mon mieux. Je pas tout faire non plus. Pas sur la prise de rendez-vous. J'avais pas accès à l'agenda. Voilà, je vais pas être partout non plus. Ok. Et on va revenir sur la notion de directeur juridique, qui est une composante quand même de ton quotidien. Une grosse composante. Voilà. Et c'est quoi déjà un bon directeur juridique selon toi ? Alors, je pense que c'est aussi adapté à l'entreprise, à l'environnement et à l'attente, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'exigences importantes pour bien faire son métier. Alors, elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique ou d'importance. Je pense qu'il y a une exigence vis-à-vis de soi-même.
Il y a une exigence vraiment d'être passionné par son métier, d'être toujours curieux, d'être investi, de se remettre en question, d'aimer trouver des solutions. Moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, vraiment aimer trouver des solutions. Toujours essayer d'être anticipé. Enfin, globalement, d'être dans une énergie positive et un esprit innovant. Il y a une autre exigence qui est par rapport à son équipe. Vraiment, les sortir la tête de leur dossier, leur ouvrir les chakras, les former, les développer, les rendre visibles. Ça, c'est hyper important. C'est des matières qui sont très souvent en support et donc rarement visibles. Et c'est important aussi pour notre population de sentir visible et reconnue, partager avec eux la stratégie, la connaissance. Il y a une troisième exigence par rapport à nos partenaires, qui est comprendre leurs enjeux, aller les voir sur leur terrain, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au parcours d'immersion, parler leur langage, créer les bons outils à leur service, se mettre à leur place et finalement ne plus être un support imposé, mais plus un binôme choisi. Vraiment travailler de cette façon-là. Et enfin, par rapport à l'entreprise, à ses dirigeants, ce côté gardien du temple, tour de contrôle, qui rassure, qui accompagne, qui maîtrise, pour que tous les autres métiers puissent se concentrer justement sur leur métier, et tout en restant, et ça c'est peut-être la partie la plus importante d'un bon directeur juridique, rester indépendant. Toujours être indépendant, être la voix forte qui s'élève de manière indépendante. Ok, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur la partie rendre visible tes équipes justement. Comment tu fais pour les rendre visibles en interne, en externe éventuellement? Beaucoup de marketing. On a créé une newsletter qui met en valeur, mais de façon pragmatique. C'est pas voilà ce qu'on a fait. C'est voici les bonnes pratiques qu'on voudrait partager avec vous. Voici les formations qu'on vous propose. Voici les dossiers sur lesquels on a bien travaillé ensemble. C'est toujours en termes de création de valeur par rapport à nos partenaires. Donc on a une newsletter 4 fois par an, 3 fois en français et 1 fois en anglais parce qu'on inclut toutes les BU internationales et on fait participer tout le monde. On essaie de se rendre visible aussi, on fait beaucoup de formations. On a créé un parcours de formation qu'on a intégré dans le menu de notre université des talents. On a créé une identité propre, avec un slogan, avec un logo, etc., pour être parfaitement reconnaissable. On poste beaucoup de choses aussi, sur les choses qu'on propose. Là, j'ai ma super équipe compliance qui a posté pour la journée de l'anticorruption, voilà, qui a fait un post. On va chercher des parrains, auprès d'autres membres des dirigeants pour porter nos projets. Et ben, comme ça, c'est aussi une manière de les saluer, de les remercier. Exactement. L'énorme travail qu'elles font derrière et je les remercie parce que c'est toujours de qualité avec une super énergie. Alors, j'imagine tout ça, ce que tu dis, une partie de ton quotidien aussi, de faire le marketing, parce que directeur juridique ou secrétaire général, c'est aussi être directeur marketing de sa fonction, en interne et externe. Et d'ailleurs, c'est vrai que je le vois avec des candidats que je recrute pour mes clients. Souvent, ils font aussi attention à la visibilité aussi de l'équipe juridique et ça les intéresse de plus en plus, même des profils juniors. Aujourd'hui, sont intéressés par la visibilité d'une équipe juridique, un directeur ou d'une directrice juridique pour le coup, parce que ça montre aussi l'importance qui est donnée au juridique au sens large dans une entreprise. Exactement. Et ça, de plus en plus, en tout cas, c'est un des critères, en tout cas, c'est pas le premier, hein. Il y a la rémunération notamment, mais ce que la personne va faire, mais en tout cas, on en parle assez souvent. Et c'est très important parce que ça permet, enfin, la place qui est laissée à ces matières juridiques, compliance et autres, c'est très, c'est très représentatif de la façon dont on va réussir à travailler ensuite en interne. Si c'est une place qui est importante, on va être là vraiment en soutien projet, en partenaire, alors que si le juridique est considéré et peu considéré, ça va être imposé, ça va être en pompier à la fin et pas en prévention au début. Voilà, c'est vrai que ça rend le travail beaucoup plus difficile et moins intéressant. Oui, et l'idée c'est de faire J'aime beaucoup cette idée de binôme choisi. Je l'ai marqué, l'entourer plein de fois sur ma feuille. Du coup, j'aime beaucoup cette idée justement c'est le cas chez Club Med. C'est le cas vraiment chez Club Med. C'est vraiment, on travaille vraiment en binôme. Je le vois sur les projets de développement. Je vois, voilà, les signatures sont faites à deux, la mise en avion est faite à deux, et c'est très agréable. Ok. Tu as déjà répondu à une partie de ma question, mais ton quotidien, c'est quoi? J'imagine qu'il n'y a pas forcément de journée type, mais en plus de tout ce que tu nous as dit, du marketing, de la fonction, mettre main dans la main avec les équipes, notamment en développement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui composent ton quotidien? Alors, comme tu dis, c'est vraiment une bonne question. On sait jamais à quoi va ressembler sa journée. Moi, j'essaie de partager mon temps entre du temps de management, du temps de dossier et du temps de gestion d'imprévu. Et du coup, je pense que le fait d'avoir du télétravail, ça aide énormément. Parce que là, on a par exemple chez Club Med, on a 2 jours de télétravail. Et donc, le sachant, moi, je m'organise énormément en fonction de ça pour que quand je suis les 3 jours sur site, je passe plus de temps avec mon équipe. Je passe plus de temps en réunion avec les parties prenantes, avec les partenaires, avec les dirigeants. Et quand je suis en télétravail, alors du coup, toute la semaine, j'imprime des choses, je fais ma liste, etc. Et quand je suis en télétravail, j'ai vraiment du temps de fond
où je rentre dans les dossiers, j'ai de la réflexion quand même à ces niveaux de passe, on a besoin de réflexion stratégique, de trouver des solutions, etc., du temps de réflexion, du temps de dossier de fond, du temps de lecture, du temps de validation de toutes les choses qu'on nous demande de valider. Et aussi, je fais les calls avec mes collègues de BU, les directeurs juridiques de BU qui sont à distance. Donc voilà, j'essaie un petit peu de partager mon temps comme ça. Et vraiment, je recommande d'avoir ce temps-là de réflexion et de lecture qu'on n'a pas souvent quand on est en open space en train de courir d'une réunion à une autre. Voilà, c'est un peu comme ça que je tente, en tout cas, de travailler. D'accord. Avec tout ce que tu fais et ce qui compose ton quotidien, qui du coup, j'ai aimé le même, est-ce que tu te considères comme une entrepreneur du droit, qui est le titre de ce podcast, justement? Donc, quelle est ta vision par rapport à ça et par rapport à ce que tu fais? Alors, ce que je disais tout à l'heure sur le logo et slogan, ça me ramène à ça parce que en fait le secrétariat général, en fait, c'est comme une entreprise dans l'entreprise. On a donc notre slogan qui est d'être l'esprit libre, qui est sur la base de la publicité Club Med, qui est d'être l'esprit libre. Club Med, nous, c'est d'être l'esprit SG. Donc on a aussi un petit logo qui est un SG avec une espèce de lumière, et la lumière qui sort de l'ampoule, ce sont des branches. Donc il y a le côté innovation, il y a le côté développement durable. On a toutes les problématiques que peuvent avoir les autres, le budget, les outils partagés, on a une feuille de route commune, on a des partenaires qu'on doit satisfaire. Voilà, c'est tout ce côté petite entreprise dans l'entreprise, et le marketing de soi aussi qu'on doit faire. Donc on fonctionne un peu comme une PME. Et je trouve qu'aussi, au même titre qu'un entrepreneur, on est un département qui agit en toute indépendance. Je reviens toujours sur ce sujet important de l'indépendance, qui essaye de proposer des solutions innovantes et qui cherche toujours à se développer et à grandir. Eh ben, merci. Du coup, pour ça, c'est très clair. Et j'aime bien cette idée aussi d'avoir un logo pour ton équipe et toutes tes équipes, justement. Et... Oui, ça crée l'adhésion, et on a créé aussi un parcours de formation uniquement pour les personnes du secrétariat général. C'est toujours sur la base de notre hashtag convivialité et performance. On essaie vraiment de construire autour de ça. D'accord. Ok. On fait un petit retour en arrière. Ou pas, tu vas me dire. Est-ce que tu as eu des mentors dans ta carrière, et peut-être que tu en as d'ailleurs encore aujourd'hui? Alors, je veux dire, j'ai un mentor, mais j'ai eu des belles rencontres. J'avoue, j'ai eu vraiment des belles rencontres qui ont compté pour moi, et je suis contente de pouvoir en parler parce que de cette façon-là, je les remercie. Et je parlerai des personnes avec lesquelles j'ai gardé un contact régulier, même depuis 20 ans, depuis 30 ans, et ça m'emmène loin, puisque le premier, c'est le professeur Didier Martin, qui était mon professeur en DEA droit des contrats, et qui était mon maître de rapport de fin d'année, que je vois encore très régulièrement, et qui m'a vraiment appris, c'était une espèce de rebelle qui m'a appris à déconstruire le droit pour mieux l'appréhender et ne pas juste prendre pour acquis ce que dit la doctrine ou la jurisprudence. Donc ça a été un moment très fort pour moi dans ma construction juridique. Ensuite, en mentor, il y a eu Pierre Charton, ancien secrétaire général d'Areva, et qui a été aussi dans d'autres entreprises comme Thales et Orange. Et lui, il m'a vraiment aidé dans ma transition avocate à juriste d'entreprise, et aussi dans le rôle du secrétariat du conseil, qui est vraiment un rôle complètement inconnu quand on est avocate, et aussi beaucoup sur le positionnement du juriste. Ça a été une très belle rencontre, et de même, je continue à le voir et bénéficier de ses précieux conseils. Et ensuite, c'était 2 personnes que je continue de voir et dont la bienveillance et le soutien continuent de m'accompagner. C'est Claudie Mauvin, qui est l'actuel président d'Orano, ancien Areva, et Christian Chotard, ancien président de Corian, voilà, qui m'ont toujours accueilli, écouté, challengé, et encore aujourd'hui soutenu, encore des très belles conversations lors de nos déjeuners. Donc voilà, ça c'était des belles rencontres, et c'est, je pense, les meilleurs moments d'une carrière. Voilà, ces personnes-là et ces constructions qu'on fait avec ces personnes qui vous aident sans rien attendre en retour, mais juste voilà, par plaisir d'accompagner, par bienveillance. Et c'est important, ces rencontres pour le coup, parce que c'est ça qui façonne les carrières aussi, hein, pour le coup. Et la manière dont on aborde les choses. Et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question qu'on trouve souvent dans des podcasts. Hein, je l'avoue, c'est pas une question très originale, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que c'est grâce à ces rencontres que peut-être que ton travail était un petit peu différent que ce qu'il aurait été si tu ne les avais pas rencontrés. Peut-être que tes choix de carrière étaient peut-être un petit peu différents aussi. Donc c'est bien aussi de les mettre en lumière aussi et de les saluer. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Si tu n'étais pas devenue juriste, tu aurais fait quoi? Alors, comme je te disais, ça a toujours fait, donc c'est difficile de répondre parce que c'est un peu le métier de mes rêves, mais bon, l'idée c'est aussi de continuer à le faire évoluer. Après, si je reste sur les choses que j'aime bien, donc le conseil, l'accompagnement au plus haut niveau, le sens et la valeur, et tout ce que j'aime bien aussi dans mon travail, qui est l'organisation et l'esprit créatif, il y a effectivement 3 autres choses que j'aurais bien aimé faire.
Alors ça va paraître bizarre, mais je m'intéresse beaucoup à la chose publique et politique, donc j'aurais bien aimé être directrice de cabinet ministériel. Il y a tout ce côté accompagnement et conseil dans l'ombre des dirigeants que j'ai dans mon métier actuel et que j'aime beaucoup. Organisatrice d'événements artistiques. Ok. Ouais, parce que ça demande beaucoup d'organisation d'être secrétaire générale. Et il y a tout ce côté créatif qu'on ne connaît pas chez nous, les juristes, mais qui existe. Et donc je trouve que ma sœur fait ça. Et donc je l'envie. Elle a un métier qui me donne vraiment envie. Et sinon, pour la partie sens, j'ai déjà dit dans une interview, c'est diriger une ONG. Voilà, ça permet un petit peu tout ça, de pouvoir mettre l'organisation, l'investissement, les valeurs au sein de son métier. Et quel plus beau métier que de faire quelque chose qui est aligné avec ses valeurs. Okay. Donc c'était un peu les trois choses que je m'interdis pas de faire un jour. Oui, la vie est longue, donc il y a plein de choses à faire. Ça passe vite. Ok. Là, tu disais qu'il y avait un aspect créatif, pour le coup, que peut-être t'aurais un peu plus trouvé. Et il y en a quand même qui trouvent qu'il faut être créatif, justement, pour quand on est juriste. Alors, c'est qu'on peut pas non plus créer la loi. Quand non, je disais que c'est méconnu, mais au contraire, c'est très créatif. C'est très créatif, mais c'est méconnu. Ok, et ben je suis contente d'être venue dessus parce que voilà, donc le juriste peut être créatif aussi, même doit l'être, je pense. Tout à fait, on vient avec des problématiques tous les jours très complexes et à chaque fois, il faut trouver une solution différente à un projet, à un problème complexe dans un environnement concret. Donc, bien sûr qu'on est très créatif. C'est quoi tes inspirations dans la vie, Malak ? Qu'est-ce que tu aimes faire à part justement être avec tes équipes au sein du secrétariat général ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, qu'est-ce qui m'inspire ou qu'est-ce que j'aime faire au quotidien ? Les deux, alors. Être avec mes enfants, encore et toujours. L'équilibre familial, et je le dis et je le répète, extrêmement important pour donner le meilleur de soi dans son travail. Même si mes enfants travaillent au Club Med, pensent que je passe ma vie dans des resorts à faire la fête. C'est assez amusant. Je fais énormément de sport. Bon, alors là, je viens de faire une entorse, mais je fais énormément de sport. Je trouve que c'est très très important de se maintenir une hygiène de vie parce qu'on a des métiers qui demandent beaucoup d'investissement, qui sont quand même facteurs de stress, et donc le fait de pouvoir le dégager, ça permet de garder du recul, une hauteur de vue, une sérénité importante aussi par rapport pour ses équipes, pour pouvoir aussi les protéger du stress qu'on peut nous recevoir. Et en termes d'inspiration, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui donnent leur temps sans attente de retour. Toutes les personnes qui s'engagent bénévolement dans des actions humanitaires, etc. Moi je suis très admirative et un peu jalouse pour ces personnes-là, et ça remet l'église au milieu du village, ça remet les choses en perspective. Et je me rappelle toujours qu'on fait un très beau métier et très important, mais que c'est rien du tout à côté de ces personnes-là. Quel conseil tu aimerais donner à un jeune étudiant, une jeune étudiante qui sort de la fac de droit ? Alors, moi, j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui travaillent en général et dans ces matières en particulier, que j'ai reçu 11 ans après avoir commencé à travailler. Je voudrais en faire profiter tout le monde. En fait, j'ai toujours énormément travaillé. Quand j'étais avocate, j'ai toujours beaucoup travaillé nuit et jour, et quand on y pense avec du recul, c'était même assez inhumain. Des fois, pendant 3 nuits sans dormir, quand on est en période de closing, avec beaucoup de sacrifices personnels, parce que dans ces milieux-là, voilà, c'est une norme, c'est un curseur de valeur, c'est une attente, c'est une évidence, et du coup, on est tellement dedans qu'on se pose plus la question. Et quand je suis passée en entreprise, j'ai continué à garder ce rythme parce que je pensais que c'était normal. Et c'est là que Pierre Charton, c'est pour ça que je parlais de mentor, je suis allée m'en ouvrir à lui, il m'a dit une phrase qui m'a marquée, qui est une phrase vraiment simple, évidente. Il m'a dit, si tu pars à 19h, le monde ne va pas s'écrouler, il va juste s'adapter. Voilà, c'est toutes ces personnes qui ont pris l'habitude que tu répondes à la seconde, à chaque fois, le soir, le week-end, pendant les vacances, vont prendre en compte ce nouveau paramètre et vont s'adapter. Et dont acte. Et il avait tout à fait raison. Alors, bien sûr, je finis pas toujours à 19h, bien sûr, je m'arrive souvent de retravailler quand j'ai couché mes enfants ou le soir, le week-end, mais c'est mon enjeu, mon exigence, ma priorité, et pas parce que quelqu'un a été désorganisé ou met une pression inutile. Donc c'est quelque chose que je répète régulièrement à mes équipes. Organisation, efficacité, priorité, mais vraiment équilibre familial. Et s'il y a un conseil que je peux essayer de passer à travers ce micro, et je t'en remercie Audrey, c'est bien celui-là. Privilégier la qualité à la quantité. Et ça fera pas de vous, rester très tard le soir, fera pas de vous un meilleur juriste ou une personne plus appréciée. C'est travailler efficacement et trouver un bon équilibre. Merci. J'allais te demander un dernier mot, Malak, mais j'ai l'impression que ça sonne un peu comme un dernier mot, à part si t'en as un autre. Non, à part te dire que j'espère que mon expérience peut être utile et te remercier pour ton invitation et tes questions toujours très pertinentes.
Merci à toi, Malak. J'espère que tu as passé un bon moment. Toujours avec toi. Merci, je te retourne le compliment. J'étais ravie vraiment de te recevoir à ce micro et j'ai l'impression de le dire à chaque fin de podcast. Moi, j'adore en fait écouter ces parcours de vie et je te remercie d'avoir été aussi sincère pour le coup avec moi et du coup avec nous tous et vous tous qui nous écoutez. Donc vraiment un grand merci d'avoir dit oui et merci pour ta participation. J'espère que vous avez aussi aimé, chers auditeurs, et du coup je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Voix d'entrepreneur du droit by Feld-Légal. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière feld-groupe.fr.